Un chef cuisinier primé dans une grande université était maintenant accusé de meurtre. Et la victime serait apparemment sa femme. Ce qui le rend encore plus effrayant, c'est le lieu où cela s'est produit. Et nous avons des détails clés de la police sur la façon dont le meurtre présumé et l'arrestation chaotique se sont déroulés. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Les habitants d'une ville universitaire de la Nouvelle-Angleterre essaient de comprendre ce qui s'est passé sur le campus pendant la nuit, impliquant quelqu'un qu'ils considéraient comme une source de fierté pour leur école. Je parle de Jeffrey MacDonald, âgé de 36 ans, qui a été nommé chef de l'année par la Fédération culinaire américaine en 2025. Et ce n'est qu'une des nombreuses récompenses que le chef MacDonald a remportées pour son expertise culinaire en tant que chef sur le campus de l'Université du Massachusetts à Amherst, UMass. Maintenant que vous avez cette image de lui en tant que chef primé dans une école, je veux que vous regardiez cette image. Voici une photo de lui au tribunal ce matin, selon WBVLP dans l'ouest du Massachusetts. Il a comparu devant le tribunal du comté de Hampshire, dans le Massachusetts, accusé de meurtre. Et ce n'est pas tout. Nous allons aborder l'autre partie dans un instant. Maintenant, évidemment, tout meurtre est choquant et c'est triste. Mais celui-ci fait la une des journaux parce qu'il semble s'agir d'une incroyable déchéance. Maintenant, la nourriture sur beaucoup de campus universitaires, soyons honnêtes, elle peut être assez fade. Elle est produite en masse pour des étudiants affamés. Vous ne vous souvenez peut-être même pas de ce qu'on mangeait dans votre établissement. À l'Université du Massachusetts, c'est différent. L'Université du Massachusetts a été élue numéro 1 pendant 9 années consécutives sur la liste de la meilleure restauration universitaire du Princeton Review. Donc quand on parle du chef McDonald, c'était un vrai professionnel en cuisine dans une université reconnue pour la qualité exceptionnelle de sa nourriture. Personne ne pensait qu'il finirait un jour dans une salle d'audience, accusé de meurtre. Cette histoire est vraiment choquante. Je ne le répéterai jamais assez. La communauté d'Amherst, dans le Massachusetts, est actuellement sans voix. L'école a plusieurs publications sur ses réseaux sociaux montrant McDonald remportant des prix importants. Encore une fois, cette image diffère tellement de ce qui est allégué dans le rapport de police que nous venons de recevoir ici à Law and Crime. Et ce rapport révèle certains détails clés sur l'endroit où cela s'est produit, comment ce meurtre présumé a eu lieu et comment le suspect connaissait la victime. Et ce qui semble être une scène chaotique que les agents ont décrite lorsqu'ils ont tenté d'arrêter McDonald. Alors analysons cela. Et il reste encore beaucoup à apprendre dans cette affaire. L'enquête en est encore vraiment à ses débuts. Je vais donc faire venir Wills Villard, commandant de police à la retraite, dans un instant pour parler de la façon dont cette enquête pourrait se dérouler. Et même si certains aspects peuvent donner l'impression qu'il s'agit d'une affaire simple et rapidement résolue, nous avons évoqué le fait que cela pourrait ne pas être le cas à l'avenir dans des histoires comme celle-ci. Mais avant d'en arriver là, je veux parler de tout ce que nous savons jusqu'à présent, ici et maintenant, qui est exposé dans la plainte pénale déposée devant le tribunal du district d'Easter Hampshire dans le Massachusetts. Voici comment cela commence. Le 22 avril 2026, vers 19h42. Des agents du service de police de l'UMass Amherst, ainsi que des pompiers et des ambulanciers du service d'incendie d'Amherst, ont été envoyés dans la chambre 413 de l'hôtel UMass au One Campus Centerway Amherst, Massachusetts, après qu'un appel au 911 a signalé une urgence à cet endroit. Compte tenu des circonstances, des agents du service de police de Hadley, une ville voisine, sont également intervenus pour prêter main forte. Alors, que savons-nous déjà? Le prévenu dans cette affaire était ce chef prestigieux à l'UMass Amherst. Et la victime, selon de nombreux rapports, y compris celui du Boston Globe, était son épouse. Elle est également membre du personnel dans la même université. Et le rapport de police révèle que cela s'est produit dans un hôtel situé directement sur le campus. C'est l'hôtel idéal pour vos parents lors du week-end de remise des diplômes ou pour les fans assistant à un match des Minutemen. Il est important de noter que l'hôtel UMass est entièrement géré par l'université. Il n'est affilié à aucune entreprise extérieure. Avant d'aller plus loin, je souhaite aussi soulever quelques questions clés de cette histoire, car on ignore à qui la chambre était enregistrée et qui a appelé le 911. Ces détails pourraient devenir cruciaux à mesure que l'enquête avance. Il est également important de souligner que le rapport indique, je cite, qu'en raison des circonstances, un autre service de police est intervenu. On peut donc se demander ce qu'on a dit aux agents lorsqu'ils se sont rendus dans cet hôtel pendant la nuit. Poursuivons donc avec ce rapport de police. Il est indiqué qu'à l'arrivée des policiers,
une lutte violente a éclaté entre eux et un homme, Jeffrey C. McDonald, au cours de laquelle Jay McDonald a lancé des objets en direction des agents et a frappé un policier de l'UMass au visage à plusieurs reprises. Maintenant, d'après ce rapport de police, on est loin d'une intervention classique. Des policiers luttent violemment avec ce chef cuisinier réputé du campus, qui aurait lancé des objets sur eux pendant l'intervention et même frappé un agent au visage à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas tout ce à quoi les premiers intervenants ont été confrontés. Ils ont découvert quelque chose de bien plus sombre et tragique que cela. En entrant dans la chambre 413, les policiers ont trouvé une femme décédée présentant de graves blessures. Compte tenu de la gravité des blessures de la femme, il semblait évident pour les enquêteurs que ces blessures étaient le résultat d'une agression violente. Selon la plainte, les policiers estiment que la femme retrouvée morte dans la chambre d'hôtel a été victime d'une violente agression en raison de ses blessures. Donc, si vous êtes policier dans cette situation et que vous venez d'avoir cette interaction prétendument violente avec McDonald, vous faites certainement le lien en vous disant qu'il s'est probablement passé quelque chose de violent dans la chambre 413. Mais voici où l'histoire prend une tournure encore plus choquante. Jay McDonald a été placé en état d'arrestation et transporté au poste de police de l'UMass Amherst. Après avoir été informé de ses droits à Miranda, Jay McDonald a parlé avec les enquêteurs, au cours de quoi il a admis avoir intentionnellement frappé ça. Caviardé. Et à nouveau, des médias comme le Boston Globe rapportent. C'était sa femme qui l'a tué, utilisant ses mains, ses pieds, ainsi qu'une variété d'autres objets contondants, et que son intention était de la tuer en agissant ainsi. La plainte pénale censure un mot, mais des médias locaux comme le Boston Globe et Mass Live, qui couvrent l'ouest du Massachusetts, indiquent que la victime était sa femme. Et selon la police, il leur a avoué qu'il l'avait intentionnellement battue à mort en utilisant ses mains, ses pieds et divers objets contondants. Maintenant, si vous regardez cela d'un point de vue d'enquête, cette déclaration qu'il aurait faite après qu'on lui ait lu ses droits sera très importante pour les procureurs dans le dossier qu'ils sont en train de constituer. À première vue, sachant que la victime était sa femme, on peut se demander s'il s'agissait d'un crime passionnel. Le mobile reste inconnu et rien n'a encore été révélé. Selon des sources locales comme le Boston Globe, le nom de la victime a été rapporté, mais pas par la police. Elle est identifiée comme étant Emma McDonald, âgée de 31 ans, et selon les données salariales rendues publiques par le Commonwealth du Massachusetts, elle était responsable de cafétéria à l'UMass en 2023. Il est donc raisonnable de supposer que ces deux personnes se sont rencontrées à l'université elle-même au départ. Mais le rapport de police conclut en indiquant que Jeffrey McDonald a été inculpé de meurtre au premier degré, ainsi que d'agression et de coups et blessures sur un agent de police. Il a également été placé en détention sans possibilité de libération sous caution. Avançons jusqu'au jeudi 23 avril, et McDonald est aperçu dans la salle d'audience du tribunal du district d'Easter Hampshire, menotté les mains dans le dos pour sa comparution initiale. Lors de l'audience, McDonald a plaidé non coupable et n'a pas obtenu de caution avant l'audience sur l'existence de motifs suffisants, prévus le 22 mai. Avant d'inviter nos invités à discuter du déroulement possible de l'enquête, on se demande comment la communauté du campus, celle d'Amherst, ressent tout cela et ce qui se serait passé ces dernières 24 heures. Voici comment le chancelier de l'UMass Amherst, Javier Reyes, réagit dans une déclaration officielle qui dit en partie, je cite, « Je tiens à reconnaître que c'est une nouvelle bouleversante et profondément troublante pour notre campus. Nos pensées vont à ceux qui sont touchés, y compris les familles, les amis et les collègues des personnes concernées. Je reconnais également que l'absence d'informations complètes peut accroître la détresse que beaucoup ressentent, mais cela est nécessaire pour protéger l'intégrité de l'enquête en cours. Des ressources de soutien sont disponibles pour toute personne dans le besoin durant cette période. Je vous invite à chercher du soutien et à prendre soin les uns des autres en vous accordant de l'espace et de l'attention. Nous continuerons à vous tenir informés dès que nous le pourrons. Nous recevons maintenant pour en parler l'ancien commandant détective à la police de Chicago, Wills Villar. Merci d'être avec nous. Vous savez, on lit le rapport de police et Jeffrey McDonald aurait, selon la police, non seulement ôté la vie de sa femme, mais de façon brutale d'après ce que décrivent les enquêteurs. Il semble qu'il se soit aussi attaqué aux policiers à leur arrivée sur les lieux en frappant l'un d'eux au visage et en leur lançant des objets. Et puis, quand on compare cela à la perception publique de cet homme, considéré comme un chef primé dans la restauration universitaire, c'est surprenant. De l'extérieur, ça n'a tout simplement pas beaucoup de sens.
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué jusqu'à présent? Quand on parle d'un contexte conjugal et de la violence impliquée, plusieurs choses viennent à l'esprit. Premièrement, je peux te dire qu'il n'y a pas de situation plus explosive dans le contexte domestique, parce que si tu y réfléchis, il n'y a personne qui, ou aucune personne qui suscite plus de passion et de colère en toi que quelqu'un que tu aimes ou quelqu'un pour qui tu as vraiment de l'affection. Et ça peut très mal tourner très rapidement. Ensuite, si ce n'est pas dans son caractère, demande-toi s'il n'y a pas une cause comme la drogue ou l'alcool. Parce qu'il passe aussi par là et tu sais, je ne sais pas comment, tu sais, il y a 2 personnes dans la pièce. L'une d'elles est morte, tu sais, et la vidéo de surveillance de l'hôtel pourrait te le montrer. Mais le rapport de police indique qu'après avoir entendu ses droits à Miranda, il avoue tout, précisant ce qui s'est passé. Il l'a fait et il en avait l'intention. Quand tu as cet aveu comme membre des forces de l'ordre, que te faut-il de plus pour obtenir une condamnation? Je sais qu'on est encore au début de l'affaire. Il faut traiter la scène comme tu le ferais pour toute autre scène. Tu dois prélever des échantillons sur la victime, tu dois prélever des échantillons sur l'auteur. Grattage sous les ongles, ce genre de choses. Je veux dire, évidemment, il y a eu une lutte très violente parce que quelqu'un a été battu à mort. Tu dois analyser chaque élément de la preuve car j'ai parlé de substances comme la drogue et l'alcool. Un avocat de la défense peut tout à fait dire plus tard que cette déclaration n'a pas été faite librement à cause d'une contrainte ou parce que la personne était sous l'influence de drogue ou d'alcool. Donc tu dois faire le reste. Tu dois faire le reste de l'enquête. Et les preuves matérielles sont énormes. Et on ne sait pas ce qu'il avait dans son organisme, tu sais, à ce moment-là. On ne sait pas ce qui a mené à ça. On ne sait pas ce qui se passait dans leur vie. Je veux dire, vu de l'extérieur, d'après tout ce qu'on sait de lui, on ne sait pas grand-chose sur elle à ce stade. Mais lui au moins avait beaucoup de choses pour lui. Mais c'est là que ça devient plus grave. Je veux dire, il parle injuste des, tu sais, mains-pieds qu'il aurait utilisés pour frapper sa femme. Il aurait aussi utilisé des objets dans la pièce, apparemment, pour frapper sa femme. Je veux dire, c'est vraiment une mort brutale, brutale, d'après ce que la police décrit. Qu'est-ce que c'est? Comment cela entre-t-il en compte dans la détermination du mode de décès et dans la façon dont vous menez l'enquête pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé? Lors de votre réquisitoire, vous parlerez de la violence et des faits. Un traumatisme contondant mortel évoque parfois des accidents de voiture. Mais l'accident de voiture est un événement très catastrophique où vous pouvez être tué ou avoir des organes, la tête ou autre chose fracassée. Dans une agression, dans un passage à tabac, il y a de multiples blessures répétées et vous devez exposer cela dans votre réquisitoire et dans votre dossier, juste pour montrer le niveau de violence. L'accident de voiture, c'est une chose, tomber d'un immeuble, c'est une chose, mais recevoir un passage à tabac qui vous tue, c'est quelque chose de totalement différent et ça se présente complètement différemment. Il est donc essentiel d'expliquer comment cela s'est produit. Parce que l'autre aspect, c'est que lorsque la police arrive, il s'agit de la police de Lumas, de Hadley, qui est une ville voisine. Ils arrivent et ce qu'ils... Je regarde simplement le rapport de police ici. Vous savez, ce qu'ils accusent Jeffrey McDonald d'avoir fait, c'est qu'il aurait commencé à les attaquer, en frappant un policier au visage, en lançant des objets sur un agent. Comment cela entre-t-il en compte dans cette enquête? Où non seulement vous avez ce décès violent dans la chambre, mais il fait aussi face à des accusations d'agression et de coups portés à un agent. Eh bien, c'est une accusation supplémentaire, absolument. Vous portez toutes les accusations nécessaires, notamment pour coups et blessures aggravés sur un agent de police et agressions sur un agent de police, peu importe leur façon d'en parler. Vous ajoutez absolument cette accusation parce que cela concerne l'état d'esprit, cela montre comment il se comportait à votre arrivée. Maintenant, l'autre aspect, c'est que si la défense peut prouver que ce n'est absolument pas dans son caractère, ils vont s'en servir. Genre, écoutez, ce type est docile, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça pourrait être, vous savez, comme on en a parlé plus tôt, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas encore de résultats toxicologiques. Ça pourrait être de la drogue, de l'alcool ou n'importe quoi d'autre. On va s'en servir, mais la défense aussi pour montrer que cela ne lui ressemble pas. Ouais, voici la phrase à propos de sa prétendue confession. Tu vois, McDonald a parlé avec les enquêteurs, au cours de laquelle il a admis avoir intentionnellement battu sa femme à mort en utilisant ses mains, ses pieds, ainsi qu'une variété d'autres objets contondants, et que c'était son intention de la tuer en agissant ainsi. Si les résultats toxicologiques ne révèlent pas grand-chose, vous savez, la défense pourrait dire que c'était un problème de santé mentale. Ces drogues étaient dans son organisme. Nous ignorons tout cela. C'est un avertissement, mais supposons qu'il n'y ait rien de tout cela et qu'il s'agisse de ses aveux. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus à ce stade? Si c'est une confession en béton que vous avez, je suppose, quelles seraient les défenses? Enfin,
quel genre de défense avez-vous vu des avocats utiliser dans ce genre de situation? Ils s'attaquent toujours à la cause probable de l'arrestation. Ils remettent toujours en question le caractère volontaire de la déclaration. Maintenant, il y a plusieurs façons d'aborder une déclaration comme celle-là. S'ils se disputent avec vous et déballent tout sans question dès que vous entrez, c'est une déclaration spontanée. Vous pouvez le laisser parler, mais si vous interrogez sur les faits, les droits Miranda doivent s'appliquer. Et s'il fait une déclaration après avoir reçu les droits Miranda, et j'imagine qu'une grande partie de cela est enregistrée par la caméra piéton, si ce n'est pas tout, c'est un gros obstacle pour la défense à surmonter, mais ils vont certainement s'attaquer au caractère volontaire de la déclaration lors d'un aveu. Je suis sûr que vous avez malheureusement travaillé sur de nombreuses affaires d'homicide conjugal dans votre carrière. Je veux dire, à quelle fréquence cela arrive-t-il que le couple semble avoir tellement de choses qui vont dans leur sens? Et encore une fois, nous ne savons pas grand-chose sur elle à ce stade, mais au moins pour lui, nous savons qu'il avait, vous savez, si vous travaillez dans la restauration universitaire, je veux dire, ce type était le chef, apparemment, mais ensuite, il aurait eu cet autre côté en lui, où il serait capable de faire quelque chose comme ça. À quelle fréquence, dans ces affaires de violence conjugale, observe-t-on ce contraste total entre l'image qu'ils donnent en public et ce qui finit par se passer, comme dans ce cas, dans une chambre d'hôtel un mercredi soir? Eh bien, je vais vous dire ceci. On ne voit jamais quelqu'un se faire tuer lors d'un premier problème de couple ou d'une première altercation conjugale. Il existe souvent un historique, signalé ou non, dont quelqu'un d'autre a connaissance. S'il y a un historique de violence domestique, soit cela a déjà été signalé à la police, soit elle en a parlé à des membres de sa famille ou à des amis. Il est donc rare que quelqu'un perde complètement le contrôle et commette un meurtre dès la première fois qu'il agresse quelqu'un dans un contexte conjugal. Cela dit, nous n'avons aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur des foyers des autres. Quelle que soit l'image que l'on donne à l'extérieur, cela peut être complètement différent de ce qui se passe réellement à l'intérieur de leur maison. Donc, il est rare qu'un événement aussi violent se produise pour la première fois. Je pense que vous allez voir lorsqu'ils commenceront à parler aux membres de la famille qu'il y a eu des antécédents de violence domestique. Par où commencez-vous maintenant qu'il est en garde à vue et que vous avez cet aveu? Il ne s'agit pas de qui l'a fait, mais de comprendre ce qui se passait dans leur vie. Y avait-il un problème financier? Une autre dynamique? Par exemple, par où commencez-vous pour reconstituer leur vie? Quand vous avez l'aveu et que la personne est en garde à vue, il suffit de remonter le fil à l'envers. D'accord, on a un aveu. Ce n'est pas un mystère, on sait qu'il l'a fait. Est-ce qu'on cherche le mobile? Oui, on cherche le mobile. Je veux dire, on essaye de comprendre pourquoi il l'a fait. Mais dans le cadre de votre enquête, en tant que policier, détective et quelqu'un qui procède à une arrestation pour résoudre une affaire, parfois le mobile n'a pas vraiment d'importance. Et je sais que ça va sembler étrange, mais parfois les événements qui y ont conduit, tout ça fait partie de l'affaire. Mais si votre affaire est aussi claire, personne d'autre ne l'a fait, deux personnes dans une pièce et un aveu. D'un point de vue d'enquête, vous avez une affaire solide. Si vous êtes un tant soit peu compétent, vous irez inclure dans votre rapport les facteurs de motivation possibles, car tout cela ressortira au procès. Mais vous savez, il faut faire attention à ne pas simplement enchaîner les affaires les unes après les autres. Il faut creuser un peu. Quand il s'agit de ça, et je ne connais pas sa situation en matière de santé mentale, mais il y a des moments où quelqu'un, vous savez, et je parle ici de façon plus générale, peut-être qu'il souffre de dépression, peut-être d'anxiété, peut-être d'un problème de santé mentale pour lequel il a reçu un diagnostic. Mais ensuite, on pense à une défense, et il y a la défense d'irresponsabilité pénale pour trouble mental, comme la défense de crime passionnel. On voit certaines de ces défenses entrer en jeu. Comment la question de la santé mentale entre-t-elle en jeu, sachant qu'il était la seule autre personne dans la pièce, et que, si cet aveu est retenu, vous avez aussi cet élément-là. Comment cela intervient-il dans la façon dont certains avocats de la défense cherchent des failles dans l'enquête que vous mèneriez dans ce type d'affaires? Ici, il est difficile de trouver des failles dans l'enquête. Ce qu'ils vont devoir faire, et la charge de la preuve revient évidemment à l'accusation de prouver au-delà de tout doute raisonnable que cette personne a commis un meurtre. Ce que la défense doit essayer d'apporter, ce sont des circonstances atténuantes. En d'autres termes, comment pouvons-nous faire passer cela d'un meurtre au premier degré à peut-être un meurtre au second degré pour passion soudaine et intense, ou peut-être plaider la folie ou la folie passagère pour atténuer la peine? Cela ne l'excuse pas. D'accord. Évidemment, vous n'êtes pas fou puisque vous avez un emploi ou dirigez une cuisine. Vous êtes chef. Mais la passion soudaine et intense, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'atténuer l'accusation de meurtre au premier degré. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Ils n'aborderont pas la maladie mentale. Je sais que c'est courant et à considérer, mais cela n'excuse pas ce comportement. Donc la défense va simplement essayer d'atténuer l'accusation odieuse de meurtre au premier degré dont il va être accusé,
s'il ne l'est pas déjà. Je sais que, bien sûr, comparé au meurtre, l'agression et les violences envers un policier restent graves. Mais ensuite, on pense à ce dont il est accusé dans cette chambre d'hôtel. Comment ça se passe? Par exemple, s'il prend la perpétuité pour une accusation de meurtre, et qu'ensuite il y a cette accusation d'agression et de coups et blessures, comment cela entre-t-il en compte dans la façon dont l'affaire évolue? Je suis certain qu'il existe des images de caméras piétons, des images de vidéosurveillance de l'hôtel et les déclarations du policier. Apparemment, quelqu'un a été frappé au visage, d'après ce que disaient aussi les policiers. Comment cet élément entre-t-il en compte dans l'ensemble de l'affaire, en supposant qu'il soit reconnu coupable d'une accusation de meurtre et que c'est un acte qu'il aurait apparemment déjà avoué, soi-disant, selon le rapport de police. Mais concrètement, en quoi cet aspect a-t-il vraiment de l'importance, au-delà du fait que ce soit une accusation supplémentaire qui pourrait ajouter quelques années à la peine? Eh bien, laissez-moi vous demander ceci. Que se passe-t-il s'il est déclaré non coupable? Et maintenant, vous ne poursuivez plus pour ces chefs d'accusation supplémentaires comme coups et blessures aggravées et ce genre de choses. Il part. Je ne sais pas ce que cela donnera. Cela pourrait mener à 3 à 5 ans de prison, ce qui nuirait à la police. Mais s'il est acquitté du meurtre, et si les accusés sont acquittés du meurtre ou voient l'accusation requalifiée en homicide involontaire, il faut ajouter d'autres chefs pour obtenir l'aggravation de la peine. Qu'est-ce qui t'a marqué aussi? Parce qu'une partie de moi se disait, d'accord, donc ils sont dans cet hôtel sur le campus, qui, tu sais, normalement, je pense que c'est là où les parents logeraient pendant le week-end de remise des diplômes, ou, tu sais, si UMass a un match de basket ou de football, peut-être que les fans y séjournent sur le campus. Mais c'est, tu sais, ils travaillent là où ils travaillent à l'école. Ils vivent à Wolverham, à environ 20 minutes d'ici. Et c'est un mercredi soir. Genre, pourquoi ils sont là, tu vois? C'était ça ma question. Pourquoi ce couple reste-t-il dans cet hôtel un mercredi soir? Eh bien, Chris, c'est une très bonne question. Voici une autre partie de cette question. À qui appartenait la chambre d'hôtel? Qui a loué cette chambre? Est-ce que cela pourrait être un cas de, et encore une fois, je ne veux pas blâmer une victime. Je ne veux pas dire que c'est ce qui s'est passé, mais est-ce que cela pourrait être un cas où il entre, où elle entre, et le trouve dans une situation dans laquelle il ne devrait pas être? À qui est la chambre? Qui l'a louée un mercredi soir? Ouais, et c'est quoi ça? Tu vois? Et ça fait aussi partie de l'histoire. Tu sais, la police n'a pas, tu sais, ouais, ça en vient un peu au point concernant ce rapport de police, qui est très direct. Je veux dire, il y a clairement, tu sais, des détails très troublants à ce sujet, concernant la façon dont il aurait tué sa femme et, tu sais, aurait attaqué les policiers ensuite. Mais ici, on n'entend pas beaucoup parler des circonstances. On sait qu'il y a eu un appel au 911 aussi, qui a été passé depuis cette chambre d'hôtel en particulier. Et la question c'est, qui a passé cet appel? Est-ce que c'était quelqu'un, surtout qu'ils étaient au quatrième étage? Ce n'est pas comme le hall où il pourrait y avoir un concierge en bas qui aurait pu entendre quelque chose, mais là, qui a passé l'appel au 911, qui a ensuite fait venir les policiers, et pas seulement quelques policiers. Il y avait la police de l'UMass. Différents services de police ont répondu à l'appel. Ça aussi, ça semble être une grande question. Eh bien, j'ai lu dans l'un des communiqués à ce sujet qu'ils ont répondu à un appel pour homicide, pas à un appel pour trouble, mais à un appel pour homicide. Donc, si c'est effectivement ainsi que l'appel a été qualifié, on ne le sait pas, mais si c'est effectivement ainsi que l'appel a été qualifié, quelqu'un savait quelque chose. Peut-être que c'est lui qui a passé l'appel. D'accord. Et je pense aussi que, enfin, ça, c'était aussi quelque chose où ils ont envoyé, j'ai vu un article dans la presse locale à ce sujet, ils ont envoyé une alerte au campus. Donc ce n'était pas simplement quelqu'un au bar qui avait peut-être trop bu et puis soudainement, on se disait: «Oh, appelons quelques policiers pour les faire sortir d'ici». Cela semblait sérieux dès le début. Quels éléments considérez-vous pour rédiger ce rapport de police? Eh bien, je suppose que cela revient à combien d'informations allez-vous partager avec le public à ce stade? Mais qu'est-ce qui entre en jeu dans la décision de simplement mettre les grandes lignes, les points essentiels de ce que nous savons à ce stade? Au lieu de préciser, par exemple, qui est la personne qui a pépelé le 911. Voici qui nous avons vu, vous savez, plus de détails sur ce que nous avons constaté en arrivant sur les lieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà comment ça se passe chez nous à Chicago, comment nous faisions. L'agent intervenant rédigera le rapport initial, qui, quoi, quand, où, pourquoi. Pas beaucoup plus que ça. Les enquêteurs vont arriver et ils vont ensuite mettre toute leur enquête dans un rapport complémentaire. Maintenant, la différence entre un rapport d'arrestation et le rapport initial, c'est que le rapport initial raconte l'histoire. Dans le rapport d'arrestation, vous exposez simplement vos éléments pour appuyer les charges que vous inscrivez dans ce rapport d'arrestation. En ce jour et à cette date, un tel a été arrêté après avoir avoué avoir commis un meurtre ou fait ce qu'il a fait, une agression. Donc c'est ce que vous mettez dans votre rapport d'arrestation, les motifs pour justifier l'arrestation, pour appuyer les charges que vous inscrivez dans le rapport d'arrestation. Rapport d'incident du premier intervenant, qui, quoi, où, quand, pourquoi. C'est tout ce que vous savez. Puis les détectives arrivent et c'est là que vous consignez toute l'histoire.
Et nous verrons ce qui se passe. Je veux dire, c'est une affaire vraiment, vraiment triste. Je veux dire, bien sûr, on assiste à une déchéance dans le monde culinaire, mais une femme perd la vie d'une manière horrible. Nous verrons les détails à mesure qu'ils seront révélés. Nous enregistrons cela juste après sa comparution devant le tribunal du comté de Hampshire, Massachusetts. Wills Filard, commandant de police à la retraite du département de police de Chicago. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, Chris. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Retrouvez-nous aussi en streaming sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.